bienvenue, bienvenue. On est très content d'être ici et d'être accueillis à la Fondation Orient-Occident. On est très heureux d'être partenaire aussi sur cette masterclass. C'est la 4e masterclass organisée par l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme. Vous pouvez voir sur les brochures un peu ce qu'on fait. Donc entre des jeudis cinéma droits de l'homme, les masterclass, la nuit blanche du cinéma et des droits de l'homme, mais aussi les matinées enfants récemment. On a pas mal d'activités et nous avons installé, ou plutôt instauré ce programme de masterclass en 2014. L'idée, c'est de faire découvrir au public, mais surtout les étudiants ou les jeunes, le travail de réalisateurs de notre région méditerranéenne ou subsaharienne. Donc, nous avons accueilli Marzak Alouache d'Algérie, Nouri Bouzid de Tunisie, Monsieur Nourdine Saïd, qui était président du Centre cinématographique marocain. Et maintenant, nous avons l'honneur, et nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Moussa Touré, réalisateur sénégalais. Nous avons pu d'ailleurs projeter l'un de ses films dans le cadre de nos jeudis cinéma et droits de l'homme, La Pirogue, c'était en 2013. Vous avez eu la chance de voir des films signés Moussa Touré cette semaine. Nous avons projeté TGV, La Pirogue aussi. Nous sommes nombreuses, mais aussi 5x5. Donc, Moussa Touré, hier, me disait, ou nous disait, nous, membres de l'association, je le cite, c'est une phrase qui restera dans ma tête très longtemps. Il a dit « En Afrique, on ne peut ne pas s'engager ». L'idée, ce n'est pas de faire un cinéma engagé ou de partir avec de grandes idées ou un état d'esprit pour pondre un film qui parle de tel ou tel sujet. L'idée, c'est d'avoir un engagement personnel, une idée ou un sentiment et pouvoir le cristalliser et passer un message. Donc le cinéma de Moussa Touré, pour nous, représente notre esprit de l'association, c'est de rapprocher l'esprit des droits de l'homme, rapprocher des thématiques sociales, culturelles à un public à travers ce média qui est universel, qui est sonore, qui est visuel, qui est plein d'émotions, qui est plein d'images, et le rapprocher à un public et discuter surtout de ces thématiques. Donc je suis très heureuse d'accueillir Monsieur Moussa Touré. Je le laisse prendre la parole et je vous souhaite une bonne masterclass. Merci. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je vais quand même vous accueillir, puisque vous êtes à la Fondation Orient-Occident. Donc, je voulais vous dire qu'on était très honorés par votre présence et je remercie l'Association du cinéma des droits de l'homme, association méditerranéenne. Et d'abord leur dire qu'avec beaucoup de courage, vous avez mené cette association, des femmes courageuses, engagées elles aussi, puisque vous êtes indépendante et que vous amenez justement à travers cet outil médiatique qu'est le cinéma à faire que les jeunes s'interrogent sur justement les droits de l'homme. Donc nous, ici à la Fondation, comme je vous le disais, on est très très heureux de vous accueillir. J'ai tenu à être présente avec les adhérents de la Fondation. Vous dire aussi que vous êtes dans un centre de migration et d'interculturalité, puisque c'est ici que nous accueillons les jeunes Marocains du quartier, bien sûr, mais aussi les subsahariens, migrants et réfugiés qui atterrissent au Maroc après avoir vécu les drames que vous savez, puisque engagés vous l'êtes à travers notamment ce film qui m'a interpellée sur le viol des femmes au Congo. Donc ça, ce sont des thématiques que nous avons à traiter, bien entendu, tout au long de l'année. Nous avons 800 subsahariens qui transitent par le centre, d'enfants jusqu'à... Et puis alors augurons, alors je remercie doublement l'association parce que augurons que notre rencontre d'aujourd'hui fera qu'on aurait un pied au Sénégal. Notre amour pour le Sénégal, de toute façon, il est acquis, puisque depuis que nous faisons le festival Rabat Africa, nous faisons souvent venir des gens de Gorée, danseurs et musiciens. Donc ce serait de réaliser un rêve et d'être dans l'optique qui est chère à la Fondation, c'est-à-dire un pont sud-sud et pas nord-sud ou sud-nord. Donc ça, je pense que c'est très important. Merci pour le Sud-Sud, merci de venir parmi nous. Et merci encore aux femmes que j'ai beaucoup appréciées. Ouais. Bravo, merci. Je vais m'asseoir un peu. Mais, moi, je vais répondre un peu à ce beau discours. Mais surtout,
Surtout, moi, j'avais voulu déjà féliciter ceux qui m'ont reçu en premier, parce que tout à l'heure, elle parlait des femmes. Dans la généralité de mon travail, les femmes sont toujours mises en avant. Dans presque tout le travail cinématographique que je fais, les femmes sont mises en avant. Alors, ce que je voudrais quand même dire, parce que moi, je suis pour l'engagement. Ça veut dire, comment je définis l'engagement? Vous savez que dans nos pays, en général, avoir la parole est difficile. Quand je dis parole, parce que nous sommes des pays de parole, nous ne sommes pas des pays d'écrit. Ça veut dire que je parle de cette Afrique. Et c'est là où le griot est très important. Mais quand on parle de griot, on va parler du passé des griots. Parce que le griot, c'est celui qui détenait un peu, celui qui détient l'histoire d'une famille. Mais il y a de nouveaux griots qui tiennent une parole. Je crois que dès lors qu'on est sur la sellette, est-ce qu'on peut avoir, qu'on est devant les lumières, je crois qu'on devient un petit griot. Bon, je ne devrais pas dire que je suis griot, parce que si ma mère entend dire que je suis un griot, je crois que j'aurai des baffes. Parce que tout simplement, je suis, comme on l'est en Afrique, il y a des, je ne dirais pas des classes, mais je suis d'une famille de pas griot, parce que je ne vais pas dire noble, mais griot, je ne suis pas griot. Mais je crois que si je définis aujourd'hui la parole par le griot, c'est parce que, au fait, en général, en Afrique, c'était le griot qui avait la parole. Mais c'était une parole qui n'était pas une parole d'engagé, hein. Ça veut dire qu'il détenait tout simplement l'histoire. Mais aujourd'hui, je crois que quand on est cinéaste, quand on est quand on est peintre, quand on a la parole, je crois qu'il faut s'engager. Parce qu'on ne la donne pas. On ne la donne pas n'importe comment, on ne la prend pas n'importe comment. Parce que vous savez quand même que beaucoup de choses, de temps à autre, bloquent. Ou sinon, il y a beaucoup de barrières aussi. Parce que parce qu'on parle très souvent de l'Afrique, mais l'Afrique est très isolée. C'est un continent, mais avec des pays très isolés. Vous savez, on parle de l'Union africaine depuis des décennies. Mais on en a parlé avant l'Union européenne. Et jusqu'à de nos jours, l'Afrique, on n'a pas encore l'Union africaine. Parce que tout simplement, c'est avéré qu'il y a des souffles de temps à autre de dictature, de souffles de démocratie. C'est vraiment assez dispersé. Donc quand on a la parole, quand on a l'occasion d'avoir la parole, je crois qu'on est obligé d'être engagé. C'est ce que j'appelle être engagé. Ce que j'appelle être engagé, c'est le regard qu'on peut porter sur une société, sur des sociétés, parce que ce n'est juste pas de là où on est qu'on peut jeter un regard. Être engagé, c'est l'écoute qu'on peut avoir sur les autres. C'est de faire le silence et d'écouter les autres. Quand on est engagé, je crois que c'est de s'isoler complètement. C'est ça, être engagé. C'est écouter, regarder, s'isoler. Moi, mon engagement, il est ainsi. Je vais revenir un peu sur ce qui nous amène aujourd'hui. Je voudrais juste déterminer mon engagement. Je suis cinéaste et j'ai commencé quand j'ai eu 14 ans. Parce que moi, j'ai commencé le cinéma par une douleur. Parce que chez mon père était photographe. Et quand il est mort, j'étais très jeune, j'avais 14 ans. On était une famille assez aisée. Et de la mort de mon père, parce que comme que nous sommes en Afrique, en général, nous ne sommes pas très écrits, on donne des directives à des amis. Et quand on meurt, ces directives peuvent être bafouées. Donc, mon père n'avait pas écrit. Et donc, notre héritage est parti très vite. Et puis, il fallait que je travaille. Étant l'aîné d'une famille pas très nombreuse par rapport à une Afrique, hein.
On était 6. Donc il a fallu que je travaille tout de suite. Alors je suis allé voir les amis de mon père. Les amis de mon père, c'était Sembène Ousmane, c'était Johnson Traoré, c'était Momar Thiam, c'était déjà engagé, surtout Sembène. Et Johnson, je ne sais pas si Johnson fait partie de... Bon, tous les deux sont partis depuis un peu longtemps, mais c'est vrai que c'est une grande partie de moi qui est partie. Alors je suis allé voir ces gens-là et je leur ai fait part de ce que je savais de la photographie parce que mon père m'avait légué un peu ça. Et Johnson m'a touché un peu le bras en me disant que Moussa, tu n'avais pas assez de force pour faire du cinéma. Et j'ai dit, mais je lui ai demandé de me mettre juste dans un film. Il verrait ce dont je suis capable. Et il m'a mis dans un film qui s'appelle Gargambossé, donc un film engagé sur la politique. C'est le film qui a été... Il est interdit jusqu'à nos jours. Gargambossé, c'est... au fait, je crois qu'ici, c'est les cactus. Le mot, c'est cactus, là, que vous avez là, plein de cactus. Donc, ça voudrait... Déjà, le titre disait beaucoup de choses. Donc, je suis allé dans ce film. C'est un film où je n'ai touché absolument rien. Je n'ai fait qu'observer les gens. Donc, mon observation a commencé par là, dans le cinéma. Et j'ai observé, et puis après, j'ai fait un deuxième film. Et le troisième film, j'ai commencé à être fonctionnel. Et très rapidement, je suis devenu chef à l'éclairage. L'éclairage, l'observation, c'est la lumière. Donc c'est de cette base-là que je suis rentré dans le cinéma. Moi, je suis rentré dans le cinéma par la lumière, par le regard. Ça veut dire que ce qu'il y avait, c'est qu'il fallait que je surveille ma lumière, si je la mettais sur un acteur. Donc je regardais des expressions et des impressions. Et tous les jours, moi je rentrais, je dormais avec des impressions et des expressions. Et je n'avais aucun hobby dans ma vie, parce que j'ai passé ma jeunesse, parce que j'ai eu plusieurs jeunesses, et ma petite jeunesse cinématographique m'a happé toute ma vie de jeunesse. Donc je n'ai vécu que de lumière, que d'impression et d'expression, et écouter, ça veut dire les paroles. Et c'est de cette manière que j'ai grandi cinématographiquement, jusqu'à un certain moment où j'étais directeur de la photo. Je faisais la lumière de film. Mais j'étais très jeune, hein. Et ce qui me revenait très souvent dans ma jeunesse, c'était la mort de mon père. Alors j'avais tendance, à chaque fois que quelqu'un me faisait du mal, je rêvais de mon père et je lui disais exactement que celui-là, tu vois, je lui disais. Donc j'ai vécu de ça, cinéma. Et tout ça, c'était dans le cinéma pour moi. C'était dans mon cinéma où on me faisait des choses, où dans la nuit, je disais à mon père que lui, il m'a fait mal. Et qu'au fait, avec des regards, des lumières, des expressions d'acteurs. Et j'ai eu la chance de travailler avec des grands acteurs dans ma vie. Des acteurs africains, dont Douta Seck, un des plus grands acteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la mémoire cinématographique, dans nos mémoires africaines, la jeunesse aussi oublie un tout petit peu tous ces gens-là. Parce que ce qu'il y a, ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'on fasse un retour un peu sur la base de nos choses. Ça, c'est un message que je lègue un peu à la jeunesse. Il faut quand même faire des retours pour voir. Parce que moi, au fait, j'ai été avec des vieilles personnes. C'est comme ça que je le décris. Hein. Ça veut dire que les gens qui m'ont adopté cinématographiquement en premier, c'était vraiment des gens... C'était pas c'était des gens expérimentés, quoi. C'était des gens qui avaient quand même un savoir comme Sembène, comme autre. C'est eux qui m'ont bercé. Et tout mon cinéma d'aujourd'hui est basé sur ce cinéma-là. Donc voilà, pour continuer, donc, je suis devenu directeur de la photo, et puis de la direction de la photo, j'ai fait le dernier film de Sembène Ousmane qui s'appelle Kantcharoy, un film engagé qui a été interdit. C'est sur les tirailleurs sénégalais qui sont rentrés après la guerre 39-45, à qui on devait de l'argent, et puis on les a amenés quelque part, et le soir, l'armée française les a tous massacrés, dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc c'était le film de Sembène, qui a été au fait un peu le film de Bouchareb qu'il a fait avec... voilà, donc qui a été... parce que comme qu'il a été fait en France, tout ça, donc les gens ont mis tout le paquet, alors que c'est un film que Sembène avait déjà fait.
Voilà. Donc, à ce film-là, moi, j'ai fait mon premier court-métrage. Et mon premier court-métrage, ça s'appelle Baram. Baram, parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier, moi, je suis de Tombouctou, je suis un peu Touareg, mais on ne le dit pas au Sénégal, parce que les Sénégalais, quand même, c'est des gens très, très carrés par rapport à ce qu'ils sont. Donc, je suis du Mali, de Tombouctou, et je suis du Sénégal. Mais du Sénégal, c'est ma mère. En fait, ma mère, c'est une... Bon, pour le définir, parce qu'on est des Lébous, et Lébou, ça veut dire bretonne. C'est comme les Bretons, c'est des gens de la mer. Donc, moi, j'ai vécu au bord de la mer, et mon premier film, en fiction que j'ai fait, s'appelle Baram. Baram, ça veut dire griller le poisson. C'est le premier film que j'ai fait, qui est un court-métrage, qui parlait de mon histoire. Et là, j'étais en train de prendre une direction, ma direction. C'était dans une petite pirogue. Tout le film se passe entre un grand-père et son petit-fils à qui il apprend à pêcher. C'était toute cette relation que j'ai commencé à mettre en place. Et puis après, j'ai fait un deuxième film qui s'appelle Toubabi. En fait, nous, les Français, on les appelle Toubab. Et le bi, quand on agite un bi, c'est péjoratif. Soit il est bon ou il est mauvais. Parce que tout simplement, l'engagement commence chez moi. Parce qu'à un certain moment, le gouvernement sénégalais a décidé de m'amener en Russie. Je ne sais pas pourquoi. Il voulait que je fasse des autres études académiques de cinéma. Ils m'ont appelé un jour en me disant « Moussa, on va t'amener en Russie ». Moi, la Russie, ce qu'elle représentait pour moi, c'était l'espionnage. Comme que j'étais très cinématographique, tous les films que je voyais, c'était les Russes. Moi, je ne les aimais pas. Ils étaient toujours des espions avec des gueules dégueulasses. Alors j'ai dit, moi, je ne vais pas en Russie. Hein. Si vous voulez vraiment m'amener quelque part, amenez-moi en France, parce que j'avais travaillé avec Truffaut. Je ne savais pas qui était Truffaut, mais j'ai dû travailler dans un film qui s'appelle Adadash. C'était à Gorée. Il y avait une partie du film à Gorée. Donc, comme que je connaissais un tout petit peu. Après, j'ai fait Coup de torchon de Bertrand Tavernier. Donc, je connaissais un peu les Français, là, qui ne me connaissaient pas du tout. Et je suis allé en France. Et donc, je dis, amenez-moi dans un laboratoire. Parce que comme que j'ai fait beaucoup de lumière et que au Sénégal, il n'y avait pas de labo, donc je ne voyais mes images que par... C'était quelqu'un en France qui me disait comment étaient mes images pour que je puisse les prendre. Donc voilà, donc j'ai décidé, à un certain moment, on m'a amené en France dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Éclair, qui est un des plus... Et j'ai rencontré, c'était ma première relation marocaine, j'ai rencontré avec celui qui avait le laboratoire ici au Maroc, c'est là où je l'ai rencontré, on est devenus des amis. Donc, on est devenus des amis parce qu'on était isolés. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte, parce que moi, je n'étais jamais sorti de mon Afrique. Je suis allé dans d'autres pays africains, au Cameroun, au Congo, mais jamais en Europe. Et la première fois que je vais en Europe, la seule personne avec qui j'avais des liens vraiment, c'était un Marocain, parce qu'on était vraiment isolés. Les autres qui nous regardaient, et ils nous regardaient d'un air bizarre. C'était la première fois qu'on me regardait d'un air bizarre. Et donc, mon ami marocain, tous les jours, lui aussi, il apprenait la même chose que moi, étalonné en film. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous êtes qu'un sale nègre. Elle est monteuse aujourd'hui, mais très connue hein, en France. Et c'est là où je me suis rendu compte. Il y a un engagement déjà qui était à moi par rapport à ça, mais je crois que dans ce monde-là, il y a... Parce que vous savez, quand vous êtes quelque part, vous ne vous rendez vraiment pas compte hein, de qui vous êtes, qui on est. On ne savait pas que je parlais français. J'ai dit, moi, j'apprends le français depuis que j'ai 6 ans, là. Je connais Victor Hugo. Mais je connais tout ce monde-là, moi. J'écris, notre président de la République, il s'appelle Léopold Sédar Senghor. C'est un poète. Moi, je connais les poètes. On pensait que je ne comprenais pas
c'est là où je me suis rendu compte que ce n'était plus un rêve, que c'était une réalité de qui on est. Et ce n'est pas fini, hein, jusqu'à nos jours. Hein. Et aujourd'hui, je suis papa, mais papa, c'est la même chose. Ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup évolué. Et donc, j'ai commencé à écrire un film qui s'appelle Toubabi. Celui-là, ce jeune qui me parlait, qui avait presque mon âge, dont son père était très riche, parce que le Marocain et moi, on était entourés de plein de... Parce qu'on ne savait pas que le cinéma n'appartenait qu'aux riches. Nous, on ne le savait pas. Et on a vu que l'autre, son père, c'était quand même un coureur des 24 heures du Mans. L'autre, c'était le fils d'Elie Mitchell. On ne savait pas. On s'est rendu compte de tout ça. Que nous deux, nous étions les plus pauvres du monde et que le cinéma, peut-être, ne nous appartenait pas. Alors qu'en venant chez eux, moi, j'avais déjà fait 60 films. J'avais déjà participé à 60 longs métrages. Donc, j'avais même pas besoin d'être là parce que les gens qui au laboratoire, ils sont rendus compte que j'avais quelque chose, que je savais monter en film. Donc, j'ai commencé à travailler dans ce labo-là. Et je suis resté 1 an. Pendant les 1 an, j'ai écrit Toubabi. Toubabi, au fait, c'est quoi? C'est un Africain qui arrive en France et que tout le monde pense qu'il va rester, alors que lui, il n'a même pas une idée de rester. Il est juste venu pour apprendre et puis rentrer à la maison. C'était moi. Et qui rencontre un autre Africain qui a tous les problèmes du monde, comme dans les immigrés, pour se démerder, et qui va dans la drogue, et au fait qu'il essaie de le ramener. C'est un peu ça, Toubabi. C'est ça. Et ce film, quand même, la manière dont je l'ai fait. Je l'ai fait avec Gaumont. Grosse, je sais pas, c'est des grosses machines. Hein. Gaumont, c'est la mère de Léa Seydoux. Léa Seydoux qui a fait le film avec le Tunisien, là. Comment s'appelle le film aussi où il y a deux filles qui se mettent en un? La vie d'Adèle. C'est la mère de cette fille-là qui m'a produit, qui fait partie de Gaumont. Et dans cette production, c'est là où je me suis rendu compte que moi, ce que j'avais à dire et ce que l'autre avait à dire, c'était quand même diamétralement opposé. La manière dont je devais le dire, la manière dont il le dit, c'était diamétralement... Qu'au fait que l'autre ne m'écoutait pas, c'est moi qui l'écoutais plus que ça. Donc dans mon engagement, je me suis rendu compte qu'au fait, quand tu parles, quand tu t'en vas sur quelque chose, quand tu prends une direction, attention à cette direction, attention à ceux qui t'écoutent, à ceux avec qui, parce que vous savez, quand vous faites du cinéma, c'est une union que vous faites. Ça veut dire que vous êtes réalisateur et il y a des producteurs qui sont en face. Le producteur, il a envie de faire un film. Vous avez envie de faire un film, et de temps à autre, le même film ne se passe pas. Ça veut dire que l'autre, il veut faire son film, et toi, tu veux faire... Et donc, ce film, il devait être un film d'un Africain. Je crois que c'est les premiers prémices de confrontation qu'on a, c'est ça. Ça veut dire parce qu'au fait, en Afrique, les gouvernements ne s'occupent pas de cinéma. Le cinéma ne fait pas partie de leur lignée. Ce qui fait partie de leur lignée très souvent, c'est au fait des 4x4, des voyages, des comptes bancaires. Ben là, on se rend compte tout récemment avec les banques suisses, là. Il y a pas mal d'argent qui est parti, là. Donc voilà, donc en gros, on arrive à un certain stade où on a envie de dire ce qu'on a dit. Moi, j'avais envie de dire tout simplement dans Toubabi, voilà, c'est un Sénégalais qui arrive et c'est moi. Et moi, j'ai envie de retourner. Parce qu'au fait, quand vous arrivez en France, la première des choses qu'on vous demande, c'est est-ce que vous allez rester? Mais je dis, mais je ne vais jamais rester. Jamais je ne resterai. Et ce film, c'était mon premier engagement, de dire non, je ne resterai pas. Et au fait, pas dans une manière dure, c'était le film le plus drôle que j'ai... Bon, on m'a taxé de Tati. Le cinéaste Tati, ils ont fait des références dans les critiques avec Tati parce que je suis allé dans une direction assez drôle. Parce que s'engager ne veut pas dire taper sur la table. Donc c'était très drôle. Après, de ce film-là, je suis allé... Parce qu'au fait, moi personnellement, ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'était au fait de pouvoir faire de la lumière. C'était plus ça que de faire des films. Après, je suis retourné... faire encore d'autres films, de d'autres gens. J'ai repris des films de d'autres gens, de jeunes cinéastes. J'ai fait leur lumière
Et à un certain moment, il y a Giraudot qui est arrivé, Bernard Giraudot, qui a fait Les Caprices d'un fleuve, où j'étais un acteur et un assistant à la réalisation. Et de là, j'ai fait TGV. Donc, on va revenir sur TGV et on va commencer peut-être notre masterclass. TGV. Je suis à Lyon. Juste au moment où il y a les TGV tout nouveaux qui arrivent en France. J'étais à l'Institut Lumière. J'ai fait un voyage et en face de moi, dans le train, il y avait quelqu'un qui avait Le Monde. Je n'ai pas vu son visage pendant 2 heures. Il avait Le Monde en face de moi. Je l'ai pas. Et moi, je me disais, mais attends, c'est pas possible quand même. Ce Michel-là, il va descendre un moment à son journal pour que je vois ses yeux, que je vois son regard. On est arrivé à la gare de Lyon. Je suis descendu. C'est quand qu'on est arrivé que j'ai vu qu'il a fui. J'ai vu regarder son visage brièvement. Je suis parti. 2 semaines après, j'étais à Dakar, dans un taxi-brousse. De Dakar en Guinée-Conakry. Des visages, des paroles. Et je me suis dit, mais attends, nos gouvernements, très souvent, ce qu'ils font, c'est que quand ils voient un TGV là-bas, ils vont nous faire un TGV ici. Moi, je n'ai pas envie d'un TGV que j'ai pris là tout récemment. J'ai envie de cette Afrique-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans le taxi où j'étais? Le taxi-brousse, il y avait 2 marabouts. Le chauffeur, il s'appelait Rambo. Il se surnommait Rambo. Il y avait son assistant qui était derrière. Et je me suis dit, Moussa, je crois que tu es dans un vrai TGV. Il faudrait quand même que tu démontres à cette Afrique que de temps à autre, nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses. Nous n'avons pas besoin de ce modernisme-là où les gens... Parce que cette Afrique va à ce point-là parfois. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Chacun est dans son petit coin, on ferme les portes, on ferme les fenêtres. Mais partout, on a envie d'une petite famille. Alors je me suis dit, mais attention, Moussa, montrons cette Afrique d'une manière qui fait qu'on est peut-être dans un car rapide qui va tomber en panne, dans un TGV qui va tomber en panne. On est dans un TGV où on est serré, mais gardons peut-être ce serré-là, parce que dans ce serré-là, peut-être il y a des avantages et des désavantages. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans ce TGV? J'ai amené un ministre limogé, parce qu'en général, c'est nos ministres limogés là, ils reviennent toujours. C'est ça que j'ai. Alors donc j'ai amené un ministre limogé qui part de Dakar et qui va en Guinée pour trouver un autre travail de ministre. Parce que être ministre, c'est un travail. J'ai amené la contradiction, un marabout, parce que, vous savez, j'étais tout récemment à Carthage en tant que membre du jury. Il y avait un Libanais, un Tunisien, une Égyptienne, et puis il y avait un Algérien, un Suisse et un Américain, et moi. Et il y avait un film de Palestine, et c'était une scène de prière. C'est un court-métrage. Ils ont parlé de l'islam. Et ils m'ont fait sortir. Ouais, parce que c'était comme si moi, je n'étais pas musulman. Alors, j'ai levé ma main, j'ai dit, moi, je suis musulman quand même. Peut-être pas comme vous, mais je peux parler de cette prière. Moi, je ne la sens pas. Parce qu'il faut voir que nous, musulmans, au Sénégal, nous sommes un peu quand même des musulmans pas mal. Hein? Moi, j'aime ce musulman-là. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas des grands musulmans. Hein? Parce qu'un musulman, normalement, il ne doit pas être animiste, non? Et, hein? Ben, nous, au Sénégal, quand même, nous sommes à 75% d'animisme. Et nous sommes à 82% de musulmans. Donc nous sommes le plus musulman qui puisse exister sur Terre. Donc alors je leur ai parlé de comment je voyais la religion, comment je voyais une prière. Parce que nous avons des gris-gris, nous. Et en Afrique, hein, que ce soit le chrétien ou le truc, ils ont des gris-gris. Donc j'ai inséré dans mon film TGV ce double-là, un marabout purement musulman et un marabout avec tous ses animismes. Parce que même chez nous, maintenant, actuellement, au palais présidentiel, il y a un ministre animiste qui est là pour suivre le président
pour lui dire ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Là. Mais je trouve ça bien, je trouve ça très bien. Moi, je serai président, je vais m'en trouver 3 ou 4 comme ça. Rien que pour faire chier. Alors donc c'est ce que j'ai fait. Après, dans ce film, j'ai mis une femme, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours les femmes. J'ai mis une femme, au fait, qui a divorcé, parce que tout simplement, les règles et les normes qui font qu'on doit faire ça et ça et ça, elle n'en veut pas. Elle ne veut pas de ça. Et puis j'ai mis un homme, parce que vous savez, la polygamie, elle existe. Hein. Elle existe tellement que maintenant, en Afrique, hein, je ne sais pas, quand je dis l'Afrique, au Sénégal, je vais me rester au Sénégal, c'est les hommes qui ont beaucoup de... C'est les intellectuels maintenant qui deviennent polygames. Oui, alors qu'avant, ce n'était pas ça, parce que les intellectuels, ils deviennent polygames. Et les femmes intellectuelles deviennent aussi polygames. Il y a une histoire. Alors j'ai mis un homme là qui va aller épouser une deuxième, je ne sais pas, une troisième. Donc il va en Guinée là, et il va épouser une petite fille, parce que, au fait, dans mon engagement, il y a des mariages précoces, tu vois, surtout au Mali. Ah, c'est les plus forts, hein, les Maliens, les Guinéens, ça, ils ont pris le paquet là. Ça, c'est, je crois qu'il y a un gros problème là-bas. Il faut quand même aller. C'est pas possible de marier une fille à 13 ans. Quand je vois mes enfants, je dis mais c'est pas possible. Celui qui va venir ici, il est marié un jour, il est mort. Hein. Donc c'est pas possible. Donc j'ai mis dans mon engagement, j'ai mis un homme qui va aller marier une femme de 13 ans. Pour qu'on ne l'aime pas, lui. Tu vois? Donc, alors, comment prendre des acteurs? Comment prendre ces acteurs-là? Ah, il y a le ministre limogé qui est avec sa femme, qui va avec sa femme. Après, comment dirais-je, le chauffeur, il se surnomme Rambo. Vous savez, on a tendance, en Afrique, à avoir une voiture pourrie et de mettre Peugeot super rapide là. Moi, je crois que les Africains, quand même, c'est nous, quand même, nous sommes... Tu sais, les gens, ils font des films de science-fiction. Nous, on n'a pas besoin. Nous, on fait une fiction, elle devient science-fiction. Parce que tout simplement, c'est dingue, quoi, tu vois. Alors, donc j'ai mis Rambo. Lui, il pense que c'est Rambo. Voilà. Mais il est amoureux, mais il a ses gris-gris. C'est ça la contradiction. Il est Rambo, il a ses gris. Donc, j'ai mis un Rambo avec son complice qui est quand même son complice. Et puis, le miroir, il devient quand même un personnage dans mes films parce que c'est de ces miroirs qu'on voit ce qui se passe. Et je me suis basé sur un film pour le faire. C'est La Chevauchée fantastique de John Ford. Vous savez, moi, je suis... c'est là qu'il faudrait comprendre que c'est pas parce que on est d'une planète qu'on ne peut pas aller puiser sur une autre planète. Moi, celui que j'aime cinématographiquement, c'est John Ford. John Ford par rapport à la direction de ses acteurs, au choix de ses acteurs. Et je demande à pas mal de jeunes, si vous voulez vraiment aller dans le cinéma, regardez les films de John Ford. Vraiment, il faut revivre tous ces films-là. Il en a fait pas mal. Donc, alors, il y a Rambo TGV. J'ai appelé mon bus TGV. Alors, pour l'appeler TGV, il a fallu quand même l'autorisation des TGV en France. Mais comme que les Africains, c'est tous des moustiques en général, ils m'ont dit, on attend que vous terminez le film pour accepter, pour donner le nom de TGV. J'ai dit, d'accord. Donc, pendant tout le tournage, il fallait que je réfléchisse, si on n'accepte pas TGV, de mettre un autre nom. Donc, et puis, vous savez, en Afrique, il y a plein de rébellions. C'est au fait, au départ, Boko Haram, là, ils n'étaient pas un truc intégriste, hein, c'était une rébellion, opposition. Après, tu vas... Mais partout, hein, partout, il y a des... Nous, au Sénégal, on en a... Mais comme qu'il est un peu loin, là, on n'en parle pas beaucoup. C'est en Casamance, les gens n'en parlent pas. Ils disent, oui, au Sénégal, il n'y a pas la guerre. J'ai dit, mais si, il y a la guerre. Moi, depuis que je suis tout jeune, là,
Et ça fait longtemps, hein. Ça fait quoi? Ça fait 45 ans, je sais pas qu'il y a la guerre là-bas. Mais on n'en parle pas, elle se souffle. Au Congo, on n'en parle pas. En Côte d'Ivoire, ben, il y a eu la guerre. Hein. Il y a eu la guerre, et puis jusqu'à maintenant, c'est un peu mélangé, hein. C'est un peu mitigé. Donc, je me suis dit, pour rappeler à ces gens, je vais mettre un rebelle. Mais en général, comme quand en Afrique, tous les rebelles se connaissent, on se connaît. Nous n'avons pas le même système. On n'a pas le même système que l'Europe, où tout le monde est casé. Mais quand on est intégriste ici, là, tout le monde te connaît. Hein? Quand tu es griot, tout le monde sait que tu es griot. Tu n'as pas besoin d'appeler la police. Tu demandes à quelqu'un, là, lui, là, c'est qui? Il va te dire. Hein? Il te dira, lui, c'est Moussa. Moussa Touré, il vient du Mali, il est Touareg, mais il est sénégalais, il va te dire ma maman, tout ça. Donc c'est ça, nous avons nos renseignements généraux, c'est nous. Donc j'ai mis un renseignement général dans le bus. Donc c'est cette Afrique-là que j'ai mis un tout petit peu en exergue. Mais dans ma réflexion, hein, j'ai pris l'Afrique, je l'ai mis dedans. Je l'ai mis dedans et j'ai dit, bon, ok, l'Afrique en général, comme qu'il y a des pneus qui crèvent, il y a un moteur qui fume. Mais les gens, ils savent que ça va fumer. Ben, ils vont pousser. Ils savent qu'ils peuvent rester quelque part 2 jours pour attendre que ça se remette. Les gens, ils prennent le bébé, ils vont se poser et puis ils attendent. Donc c'est cette Afrique-là que j'ai dû observer, que j'ai mis en exergue dans TGV. Alors le choix de mes acteurs. Moi, je suis un documentariste en même temps. Parce que dès lors qu'on n'a pas une caméra, qu'on est dans l'écoute, dans le regard, dans le retrait, avec ce que j'ai débuté dès le départ en vous disant comment j'étais engagé, parce que je regarde, j'écoute, et puis je me pose. Ça veut dire, et ça te permet, ça me permet personnellement de pouvoir aller sur mon engagement. Donc, après avoir eu tout ça, je me suis retiré et puis j'ai commencé à maintenant regarder les gens, le choix de mes acteurs. Le choix de mes acteurs se passe, je suis en face de vous là et je vois les gens parce que le choix de mes acteurs va déjà dans le regard des gens. Vous savez, il y a des gens qui éclatent tout le temps. Dans du monde là, il y a toujours des gens qui éclatent. Je ne sais pas pourquoi. Vous faites une photo d'un groupe, et à quelqu'un, il y a 2, 3, comme ça. Je crois que c'est un regard. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en général, ça scintille toujours. Et les gens qui scintillent, quand je regarde, c'est ces gens-là avec qui, moi j'ai des rapports pour discuter avec eux. Sur un rôle, c'est tout le temps comme ça. Bon, on me dira que c'est très simple, hein, mais peut-être c'est dans la simplicité que je puisse trouver ça. Mais c'est le documentaire qui m'amène ça. C'est le documentaire qui fait que je peux écouter avec quelqu'un qui, son regard scintille, je peux l'écouter, lui parler, et cette personne m'amène à lui proposer un rôle. Donc, c'est un mélange que je fais des gens qui n'ont rien à cirer avec le cinéma et d'autres personnes, au fait, qui sont des professionnels. Les professionnels, bon, c'est des professionnels. Tu les trouves. C'est comme un gars comme Giraudot, quelqu'un comme Makena qui est en TGV. C'est un professionnel. Lui, il a fait une école de théâtre, des tas de trucs, mais il y a quelques-uns comme ça, les marabouts, ce n'est pas des comédiens. Mais c'est pas aussi des marabouts. Mais en même temps, c'est des gens qui font que dans le regard, dans la discussion, dans l'écoute que tu as avec eux, tu peux puiser et te dire exactement cette personne est dirigeable pour ça. Donc ça, c'est un des choix que j'ai fait un peu dans TGV. Je l'ai tourné pendant 8 semaines. Je disais tout à l'heure, quand on me parlait du temps, moi j'ai arrêté. J'ai compris une chose avec le temps. Le temps nous amène, quoi qu'il arrive, quelque chose de plus. Qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il soit gris, moi, il m'amène. Si j'ai écrit une scène où il y avait du soleil et qu'il n'y a pas de soleil, moi, je dis, on va la tourner
et puis je la transforme. Donc, en fait, ce film-là, je l'ai écrit, il n'y avait pas de la pluie. Mais le moment où on tournait, c'était en août. C'était la saison vraiment des pluies. C'est vrai qu'on s'est fait vraiment chier. Hein. Mais vraiment, au vrai sens du mot. C'était un film difficile, tellement qu'un gars comme Giraudot, qui connaissait la difficulté, il a flippé. Parce qu'il nous arrivait des moments où on ne pouvait pas passer. Vous savez, j'étais près de la Guinée-Conakry. Et là-bas, c'est en hauteur. Et tout l'eau arrive. En Afrique de l'Ouest, c'est la partie la plus haute. Donc, toute l'eau est là. Et elle descend. Donc, elle descendait vraiment sur nous. Et donc, ça a été un tournage assez difficile. Mais ce dont il faut parler, TGV, c'est un lieu. Donc, on a pas mal de personnages dans un bus. Et quand on a ça, la seule chose qui peut faire que ça se déroule, c'est la cinématographie. La cinématographie. C'est que nous avons un langage cinématographique qui puisse nous permettre de dérouler. Mais la difficulté de tourner en intérieur, juste en intérieur, avec 32 personnes, quoique c'est c'est tous les acteurs, parce qu'il y a des égos d'acteurs qui font qu'il y a des gens qui sont chiants, d'autres qui ne le sont pas, et puis quand ça, parce que les acteurs, quand même, c'est des gens les plus... J'espère qu'il n'y a pas d'acteurs ici, c'est les gens les plus chiants qui puissent exister sur Terre. Surtout quand ils sont ensemble. Quand ils sont tout seuls dans un film, c'est excellent. Mais quand ils sont 2, 3, 400, chacun pense que... Il y a une tension. Vous êtes acteur, non? Un peu. Oui. Non. Alors, donc au fait, il y avait déjà cette tension. Mais ce qui sauve, donc cinématographiquement, ce qui sauve, c'est un langage. C'est de la manière dont on met en scène tout ça pour ne pas... Parce que vous savez, quand vous êtes dans un film, dans une histoire, vous êtes dans un bus, ben écoute, si 2 personnes font un dialogue, 3 personnes, ben écoute, s'il n'y a pas de la cinématographie, ben écoute, tout le monde se lasse tout de suite. Alors, ce qu'il faudrait, c'est le préparer. Donc, c'est un film qu'on prépare avant d'arriver au tournage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué un car rapide, le car rapide du film, et pendant 4 mois, les acteurs ont répété dans ce bus-là. Ils ont répété tout le film, du début jusqu'à la fin. Ils sortaient, ils rentraient, ils poussaient. Tous les dialogues du film ont été faits de cette manière. Et j'étais avec mon directeur de la photo. Donc le film a coûté plus cher au niveau de la préparation que du tournage. Alors ce que je fais en général, moi, tout ça, quand c'est rodé, au niveau du tournage, je dérange tout. Parce que les doutes arrivent. Donc, par exemple, il y a une personne qui doit rentrer, l'autre qui doit le suivre. Eh bien, moi j'attends là, je marque quelque part que lui là, il ne va jamais rentrer, c'est lui qui va rentrer. Donc, je dérange tout. Je remets tout le puzzle, tu vois, je le change. Et dans mes films, les doutes arrivent. C'est-à-dire, quand quelqu'un, pendant 4 mois, il monte en premier et qu'il y a quelqu'un qui le suit, et que le premier jour de tournage, tu lui dis non, c'est lui qui doit monter, il commence à te dire ah non, moi c'est moi, non, je dis non, c'est lui qui doit monter. Il dit non, tu dis non, c'est moi le chef, c'est lui qui monte. Et les doutes commencent. De haut en bas, ça veut dire toute la chronologie change. Et c'est là où mon cinéma commence. C'est là où je commence à raconter mon histoire. C'est quand tout le monde est dans le doute. C'est quand tout le monde qui a appris se rend compte que demain là, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver. Alors que tu as ton texte, parce qu'il faut l'avoir ton texte. Donc TGV a été conçu de cette manière. Dans une répétition totale, dans un choix d'acteur, avec mon regard de documentariste, mon regard de fiction, avec cette Afrique multiple de problèmes, d'extraterrestres, et puis d'une chronologie bien soudée, bien huilée, qu'on dérange le premier jour, tout de suite. Tellement que les acteurs, dans leurs yeux, je vois la manière dont ils m'haïssent. Ils disent, mais ce gars-là, je ne sais pas comment,
Pendant 4 mois, il nous a... Et c'est ça. Et personne ne moufte, je ne parle pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'on arrive à un but précis. À des fêtes, hein, on fait des fêtes. Donc voilà, en gros, TGV, comment je l'ai conçu. Après, je me suis arrêté. Parce que TGV a eu un succès populaire. Il a vraiment bien marché. Vous savez, quand ça marche, soit on suit, ou on s'arrête et on réfléchit. Et je suis allé au Congo pour présenter le film, Congo-Brazza. En général, quand mes films passent, moi je flippe dehors. Je fais des va-et-vient. C'est avéré que j'étais dehors et j'ai vu un enfant, 7 ans, 8 ans, avec un gros ventre, qui était là, il faisait 22 heures. Je me suis dit, mais, parce que nous, quand même, en Afrique, quand on voit un enfant dans la rue, on lui demande, bien un enfant, même s'il y a beaucoup d'enfants dans la rue là-bas, à Dakar, avec des talibés, mais on demande parfois aux enfants. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents? Comment tu t'appelles? Il m'a dit, je m'appelle Kabila. Je dis, Kabila, comme Kabila là-bas, là? Oui, oui, il m'a dit Kabila, mais mes copains me nomment Kabila. Mais je dis, mais tu n'as pas de parents? Ah, il m'a dit, si, mais moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Et j'ai demandé où est-ce qu'il était. Il m'a dit, nous sommes dans un marché, mais nous sommes nombreux. Hein? Et le lendemain, il m'a vu arriver. C'est de mon engagement. Je n'ai pas dormi, alors que j'étais dans d'autres euphories. Alors, le lendemain, je suis allé dans ce marché et j'ai aperçu cet enfant. Il m'a aperçu avec ses copains. Je l'ai vu me désigner. Je suis arrivé vers eux. Puis on a commencé à dialoguer, mais c'est des enfants très méfiants parce qu'ils ont fait la guerre. C'est des enfants de la guerre. Alors, j'ai discuté avec eux et puis après, je suis revenu 2 fois et puis je suis allé voir l'UNICEF. Parce que vous savez, l'UNICEF travaille beaucoup avec des enfants. Mais moi, son travail me pose un problème. Parce que c'est des gens qui sont en 4x4, qui sont dans des belles immeubles, qui ont tous les ingrédients nécessaires dans les pays et qui travaillent pour les enfants. Et qui ont des salaires énormes. Alors je suis allé discuter avec eux. Je leur ai dit, mais vous travaillez avec les enfants, mais je crois qu'il y a des enfants dans le marché. Ah oui, on les connaît, nous, les enfants, là, bon, on fait des choses. Je dis, moi, j'aimerais bien, si vous voulez bien, m'unir avec vous pour faire un film. Je suis rentré à Dakar, je suis revenu. Les enfants m'ont revu. Et c'est là où j'ai commencé à dialoguer avec eux, alors poser des questions. Et je me suis rendu compte que ça faisait 8 ans, quelques-uns, ils étaient 12. Quand je leur ai demandé comment vous appelez, ils m'ont dit, nous on nous appelle les 12 salopards. Et un film, et donc j'ai pu faire ce film que vous n'avez pas vu, mais peut-être l'occasion. Alors, c'est pour venir à Nous sommes nombreuses. À la fin de ce film, moi je ramène les enfants, parce que le moment où je tournais avec eux, j'ai une équipe qui a, en fait, que j'ai payé, qui sont allés voir les parents de ces enfants, on les a trouvés, et à la fin du film, je les ramène tous à leur maison. En les ramenant, j'avais remarqué qu'il n'y avait que des femmes, il n'y avait pas d'hommes. Mais ces femmes, elles étaient tellement froides en prenant leurs enfants que la fin de ce film m'est restée. C'était devenu un cauchemar pour moi. Et un jour, à l'aéroport d'Abidjan, je rencontre une femme du Congo-Brazza. Ah Moussa, comment tu vas? Je vais très bien, mais pas très bien. Parce que le Congo, il y a des cauchemars. Et quoi? Parce que la fin de mon film, ce n'est pas une fin, ça. Il me dit, Moussa, tu sais qu'au Congo-Brazza, presque 80% des femmes ont été violées, mais on ne le dit pas. Ah, je dis, ah bon? Il me dit, oui. Il me dit, probablement, ces femmes que tu as vues, c'est des femmes violées. C'est ce qui m'a ramené. S'engager, ça m'a ramené au Congo. Je suis revenu voir les gens de l'UNICEF. Ils m'ont amené chez une dame avec plein de femmes violées. Et elle avait la parole. Alors je lui dis, madame, non, vous êtes violée, non? Non. Je dis, moi je veux parler avec ceux qui sont violés. Mais ce n'était pas possible. Elle avait fait un barrage
Parce que comme que, je crois qu'il y avait des sous qui arrivaient, donc c'est elle qui tenait les sous et les autres étaient derrière. Et moi, quand je suis sorti, cette même femme que j'avais rencontrée à Abidjan, c'est cette femme qui m'a téléphoné en me disant « Je vais te présenter une femme. » Lydie. C'est elle, l'actrice de mon film. Et elle m'a présenté Lydie. Alors, Lydie, 15 jours d'écoute de Lydie. Parce que je suis resté 2 mois là-bas. 15 jours d'écoute. Va et vient. Parce que Lydie, mon gros souci, c'était de le filmer des visages, sans masquer. Elle me dit, mais Moussa, pourquoi tu veux? Parce que je dis que la personne qui t'a violé, en général, c'est que tu vas te masquer toute ta vie. Alors, réfléchis un peu si tu te dévoiles et que cette personne te voit. Comment son cœur de cochon va battre. C'est ça, Lydie, c'est pour cela. Et il y avait une Française qui était dans Médecins sans frontières, qui tous les jours me posait la question. Elle travaillait dans l'hôpital. Pourquoi tu veux filmer les femmes? Pourquoi? Je dis, mais parce qu'il faut qu'elles soient à visage découvert. Parce qu'en général, on ferme. Et puis c'est ça, les violeurs, c'est ça qui les intéresse. Parce que ces femmes-là, c'est elles qui doivent avoir honte d'être violées, pas les violeurs. Je dis non. Jusqu'au jour où Lydie est arrivée dans mon hôtel en me disant, Moussa, j'accepte. Mais Lydie, vous savez, le Congo-Brazza, il y a 89 ou bien 97% de lettrés. Ça fait partie des pays africains où il y a plus de lettrés. Quand j'ai entendu Lydie, parce que Lydie était institutrice, quand je l'ai entendu parler, moi j'avais des frissons. Et je l'ai vu donner des cours à ses enfants. Donc elle est venue me dire, Moussa, j'ai réfléchi, moi je suis partante. Entre-temps, la Française que je rencontre, je la quitte, elle me téléphone, elle me dit, Moussa, j'aimerais bien qu'on se voit. Mais je dis, mais bien sûr. Je suis allé la prendre, je l'ai amenée à mon hôtel, j'ai ouvert ma caméra, elle était en face. Elle m'a demandé si elle pouvait fumer. Je dis oui. J'ai mis la caméra en marche. 2 minutes après, elle m'a dit, moi aussi j'étais violée. Et je voulais quand même témoigner. Avant, parce que je crois que quand on est violé, quand on a un âge, je crois que si on le dépasse là, on peut plus porter plainte. Donc elle était dans ce zoo-là, le dépassement d'âge. Donc au fait, elle a voulu témoigner. Elle m'a juste demandé d'enlever son père et sa mère, quoi, de ce dont elle parle. Mais au fait, donc ça m'a permis de voir qu'il y avait quand même une Française qui était là, qui était violée. Et donc mon film a démarré. Donc je ne l'ai pas mis dans le film, hein, ça. Je ne l'ai pas mis. Oui, oui, nous sommes nombreuses. Qu'on a projeté, non? Et au fait, Lydie, il y avait 2 choses. Ça veut dire filmer quelqu'un qu'un homme comme moi a violé. Parce que les hommes, quand même, c'est vraiment pas des gens bien. Non, franchement, c'est ce que je me disais, moi. Je me disais, cette femme, elle est en face de moi, elle va me parler. C'est un homme comme moi qui l'a violée. Donc, c'était ma première difficulté. Parler, filmer, dialoguer avec quelqu'un que quelqu'un comme moi a violé. Vous savez, filmer, parce que dans le documentaire, pour moi, la personne qui est en face de vous, qui accepte de s'ouvrir à vous, je crois que si elle se rend compte que vous êtes ouvert aussi à elle, il y a quelque chose qui se passe. Mais on ne sait pas comment s'ouvre aussi. Je crois que les regards se posent. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, parce que le visage ne ment pas, quand vous voyez quelqu'un, quand vous regardez son visage, je crois qu'au fond, vous allez savoir qui il est, un peu qui il est. Ça veut dire, moi,
comme que j'ai été élevé par ma mère par un respect, c'est ce respect-là que je mets toujours en avant. Respecter l'autre vis-à-vis de vous. La première fois que Lydie m'a vu pleurer en lui posant des questions, je crois qu'elle a compris au fond d'elle que moi j'étais aussi touché. Pas touché comme une femme, mais j'étais vraiment touché. Et j'ai arrêté de filmer pendant 10 jours avec elle, parce que Lydie habitait dans une petite maison, dans une petite chambre avec... Au fait, Lydie, elle a 6 enfants, et elle avait des jumeaux. Le viol qu'on lui a fait, c'était des jumeaux qui sont arrivés. Mais personne dans son quartier, parce que son mari est mort pendant la guerre. Pendant la guerre, donc il est mort. Et donc, tout le monde a pensé que c'est son mari qui l'a mis en état avant de mourir. Même dans sa famille, parce qu'il a des grands-enfants. Donc, Lydie est restée dans un secret. Et la remarque que j'avais faite aussi, il y avait la faim. Il y avait la faim dans cette maison-là. Ils avaient faim, ils ne mangeaient pas, ces gens-là. Ça veut dire Lydie n'avait rien, absolument rien. Lydie, pour vivre, il lui fallait faire 11 kilomètres, on le voit dans le film, pour aller chercher du bois, avec ses 2 enfants sur le dos. Alors, pour moi, l'histoire était comment prendre une caméra et puis suivre cette personne. Ce qui me motivait le plus, moi, ce que je mettais en avant, c'était ces violeurs, c'était l'État aussi, parce qu'il y avait les rebelles en face et l'État. Et en général, quand on regarde les rebelles et l'État, c'est la même chose. C'est les militaires, partagés en 2. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est d'arriver à un certain moment où il fallait porter plainte contre l'État. Je suis allé voir les juristes, ceux qui défendent les femmes violées. Ils m'ont dit, voilà, nous on défend les femmes violées. J'ai dit, j'en ai 2 là, dans mon truc là, vous voulez que je les amène? Parce qu'ils pensaient que j'étais venu tout seul. Et je les ai amenés pour un dialogue entre la justice. Donc elles sont venues une 2e fois pour porter plainte contre X. Et là, le film s'est arrêté avec le gouvernement comment dirais-je, congolais. Est-ce qu'on devrait les appeler gouvernement? Donc ça, c'est des choix de sujets, mais ce n'est pas des choix, c'est juste à l'écoute, le regard qui m'amène à ça. Ce n'est pas moi qui me lève pour aller, c'est des onctions qui font ça. Mais quand on n'a pas ce regard, quand on n'a pas cette écoute-là, on ne peut pas arriver à ça. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que c'est des films qui font que j'étais interdit au Congo. Persona non grata. Mais je suis retourné tout récemment, comme les clandestins. Retourné. Donc quand j'ai fait ce film, quand je l'ai terminé, l'UNICEF, il y avait le FUNIAP. Vous connaissez le FUNIAP? L'UNICEF, le FUNIAP, quand je les ai appelés, ils m'ont dit, Moussa, on ne veut plus vous parler, c'est fini. Alors qu'ils étaient engagés, ils avaient des sous qu'ils avaient mis. Ils ont dit, nous voulons plus vous parler. L'UNICEF et comment dirais-je, et le FUNIAP. Et j'ai montré ce film à Ouaga. Parce que c'est l'endroit, il faut montrer. Tous les Africains sont là-bas. Alors Lydie, quand j'ai fait le film, elle fut la première personne à qui j'ai montré le film. Parce que si elle n'acceptait pas, je ne l'aurais pas montré. Je lui aurais juste donné son témoignage. Il m'a dit, Moussa, je suis prête à ce que tu diffuses le film. Alors le film se termine ainsi. Parce que pendant le tournage, la guerre a éclaté. Avant que je finisse le film. Donc ils m'ont envoyé à Abidjan pour Dakar. Et au moment où j'étais en train de monter le film, Lydie m'envoie un message pour me dire que la guerre aussi a repris. Qu'aujourd'hui, là, qu'elle a entendu des canons et que le cauchemar revient. En fait, c'est comme ça que le film se termine.
sur ce cauchemar de Lydie. Nous sommes en contact. Elle est devenue une sœur pour moi. Mais ce qu'il faudrait comprendre, elle n'est pas la seule. Parce que dans le film, on retrouve à peu près une dizaine de femmes violées. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de femmes qui ont des jumeaux comme Lydie. Et il s'est avéré que on parle des Angolais. Parce que vous savez, les Angolais, c'est les mercenaires de l'Afrique. Quand on fait une guerre, on appelle des Angolais. Parce qu'au fait, les Angolais, c'est des gens qui ont fait la guerre toute leur vie. Ils ne connaissent rien d'autre que la guerre. Bon, maintenant, ça se calme. Mais ça peut reprendre parce qu'ils sont au Kivu, là. Au Kivu, là, ils sont là-bas, c'est eux. Qui rentrent, qui sortent, c'est eux. Quoique c'est des gens de la guerre. C'est des gens. Alors donc, après ça, j'ai fait un autre film qui s'intitule 5x5. La polygamie. Moi, j'ai un ami, j'ai une maison à 700 bords de Dakar. Et près de chez moi, là, j'ai un ami qui s'appelle Jean Salif Diallo. Jean, il a 55 ans, il a 5 femmes et 25 gosses. Et Jean, au fait, c'est un ami avec qui je m'accompagne très souvent dans ma voiture. Et je n'osais pas lui demander ces 5 femmes comment il faisait. Parce que ça, c'était, pour moi, c'était quand même... Bon, au départ, je n'y croyais pas. Mais quand j'ai vu les 5 femmes, je dis, ça c'est vrai. Et Jean était toujours avec moi, mais je n'osais pas. Et un jour, j'ai engagé un débat avec Jean par rapport à ces 5 femmes. Pour lui demander, mais comment il faisait? Comment il a rencontré ces femmes? Mais c'était pour aller, parce que la polygamie, en général, c'est une femme. Mais à 5 femmes, c'est quand même bien exagéré. Et au fait, moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'était ces femmes-là. Comment elles sont arrivées dans la maison de Jean. Vous savez, le silence. C'est le film le plus silencieux, peut-être probablement, que j'ai fait. Les femmes ont gardé le silence. Ils ont gardé leur silence. La seule personne qui parlait comme un coq, c'était Jean. Et le jour où je lui ai dit, mais Jean, mais il t'arrive parfois quand même, comment tu fais? Il m'a dit, tu sais Moussa, parfois l'homme il est indisposé, comme la femme. C'est-à-dire, il voit ses règles comme la femme. J'ai dit, Jean, là tu me dis, franchement. Et ce film-là a amené un débat de 8 heures au Sénégal. Il y avait tout le Sénégal. On a fait un débat à Sorano. Je ne sais pas qui connaît la salle de Sorano à Dakar, mais c'est une salle de théâtre. Il y avait, je ne sais pas, 10 000 personnes. Et moi, j'ai dit à Jean, moi, je n'ai pas 5 femmes. Hein. C'est toi qui as 5 femmes. C'est toi qui vas discuter avec le public. Et il y a eu une discussion avec le public de ces 5 femmes pendant 8 heures. Mais c'était au fait pour toucher vraiment, pour aller vers la polygamie. C'était pour ça. C'était pour parler de la polygamie d'une manière assez drôle. Hein, j'en parle. Parce que c'est vrai que très souvent, on parle comment dirais-je, on parle de nos histoires, là, toujours cette Afrique qui est moustique, cette Afrique qui est... Moi, j'ai envie parfois de parler de ça d'une manière assez, je dirais pas drôle, mais on peut rire de quelque chose en prenant des choses. Alors, je vais aller vers nos altresses. Nos altresses. Nos altresses, ça veut dire c'est nous, c'est en catalan. C'est pour dire que, vous savez, j'étais au Congo, je suis revenu au Sénégal, et là, je suis parti en Espagne. C'est toujours le regard sur l'autre, l'écoute. Il ne faut pas qu'on se croie en tant que Sénégalais à dire que bon, je fais des films que chez moi. C'est que le monde aussi. Parce que vous savez, dans la généralité, on a fait beaucoup de films sur nous. Parce que tout simplement, avoir une caméra tel cas était difficile. Hein? Le numérique. Moi, j'ai dit que c'est un Africain qui a fabriqué le numérique pour nous sauver. Vous savez, quand il y a eu le numérique,
Moi, j'ai fait 17 films avec le numérique, sans personne. Parce que tous ces films, c'est moi qui les ai produits, moi, tout seul. Tandis que le numérique a amené ce que je parle de moi-même. Le numérique a amené que je parle de ce qui m'intéresse. Le numérique m'a amené à ce que je puisse m'engager directement sur des choses. Alors, je suis allé en Espagne, à San Feliu, un dimanche, dans un marché, et il y avait des Maliens et des Catalans. Dans ce marché-là, les gens ne se brossaient pas. Tout le monde était dans son petit coin. Je me suis approché des Maliens. Je leur ai dit, mais excusez-moi, vous ne vous mélangez pas. Ils m'ont dit que c'est des gens racistes. Ils sont vraiment racistes, ces gens-là. Ah, je dis racistes. Mais mon déjeuner, je devais déjeuner avec des Catalans à midi. Au déjeuner, là, j'ai dit aux Catalans, vous savez ce que les Maliens me disent? Ils m'ont dit que vous êtes les plus grands racistes du monde. Je vous assure, mon déjeuner n'a pas été agréable. Les gens m'ont attaqué en me disant non. Mais j'ai dit, c'est pas moi, c'est les autres qui l'ont dit. Et c'est à partir de ce moment que ce film-là, le film Nos Altresses, a démarré. Sur je suis raciste, je ne l'ai pas, tu ne me salues pas. C'est ce qui nous arrive, la peur de l'autre. Je suis resté 2 mois et demi. 2 mois et demi à m'insérer. Mais la remarque que j'avais faite, c'est qu'il y avait trop de vieux. Tous les jeunes étaient partis. Mais ce qui était intéressant chez les vieux, tu sais, le vieux là, il a été jeune aussi, hein? Donc il me parle de sa jeunesse. Et je suis allé à Barcelone, prendre les jeunes là qui sont partis du village, je les ai ramenés dans le village là et pour le parler. Mais ce qui se passe, c'est exactement, c'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe au Dakar, ce qui se passe ailleurs, c'est cette universalité d'avoir peur de l'autre, l'autre qui a peur de l'autre. Alors je vois le maire, je vois le sous-maire, je vois les gens et je leur dis, mais écoutez, vous savez, nous en Afrique en général, quand on a des problèmes comme ça, on se réunit et on en parle sous la bas-palabre. Mais ils ont été d'accord, tous, de se retrouver sur la bas-palabre. Et quand ils se sont réunis, j'ai pris la parole et je leur ai dit, voilà, toi tu m'as dit ça sur lui. Toi tu m'as dit ça sur lui, mais je crois que ce serait intéressant que vous le dites là. Et ça pétait. Et c'était, je crois que pour moi, c'est les plus grands acteurs de la vie qui sont dans ces documentaires-là. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ce film? La place du village, ils ont donné mon nom à cette place du village en Espagne. Parce que c'est des gens qui sont... Et on se rend compte de la peur. C'est juste la peur. Vous savez, ici, non, en Tunisie, je vais vous raconter ça. J'étais en Tunisie, dans le marché, et il y a un jeune homme là qui m'a dit, hey, vous venez d'Afrique là? J'ai dit, je suis où là? Mais je suis en Afrique, non? Il m'a dit, oui, vous êtes en Afrique, mais vous venez d'Afrique. J'ai dit, toi là, vous n'allez pas jouer à la Coupe d'Afrique prochainement. Moi, je vais faire la guerre avec la Tunisie. Parce que pourquoi vous jouez à la Coupe d'Afrique quand tu me demandes que là? Et ça, ce n'est pas que là-bas. C'est ici aussi. Les gens, si quelqu'un me dit, tu viens d'Afrique au Maroc, je te jure, je vais me bagarrer avec lui. Hein. C'est pas possible de dire à un Africain, en Afrique, de lui demander si vous venez d'Afrique. Ça, je crois que c'est une des choses qui m'a... Alors, pour revenir un peu sur la peur de l'autre, parce que, vous savez, même en Afrique, hein, le Congolais, le Sénégalais, c'est des gens qui ne se connaissent pas très bien. Hein. Ils ne se connaissent pas très bien. C'est des gens... Nous, on appelle les Congolais, avec les gens qui habitent dans la forêt, là, comme s'ils sont courts, là. Tu sais, les Sénégalais aussi, ils sont petits. Ils disent, oh, les petits, là, parce que comme ils sont grands, on les appelle Nyak. Nyak, tu sais que ça veut dire les petits herbes, là. Petites herbes. Tu te rends compte, un peuple, tu les appelles les petites herbes. Hein? Parce que tout simplement aussi, c'est toujours de cette manière. Bon, moi, j'ai été en Tunisie, à Carthage, tout récemment. Et à Carthage, il s'est avéré que, franchement, la manière dont il y a un racisme, mais c'est un racisme invisiblement visible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là-bas et qui n'existent pas. Moi, je vais faire un film prochainement sur l'esclavage, hein, à Rabo, là, sur le désert. Là. Dans le désert, on n'en parle pas beaucoup, mais je vais le faire juste pour soulever ce qui me dérange un peu.
Donc, pour revenir à nos Altresses, la première fois que j'ai montré ça au public catalan, il y a quelqu'un qui s'est levé, il m'a dit, pourquoi vous avez filmé, il y a un mur qui est pourri là-bas dans le village, il m'a dit, pourquoi vous avez filmé le mur pourri? Pourquoi vous n'avez pas montré notre village comme... J'ai dit, toi là, il faut aller faire le mur, si tu es maçon, fais le mur, comme ça. C'est pour vous dire que mon regard, même mon regard que j'ai posé sur cette population, ils étaient en train de voir quel regard cet Africain peut poser. Mais je dis, mais ce mur-là, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Juste le mur, hein, ce n'était pas les paroles des gens. Et au fait, ce qui a amené, ce film, ce qu'il a amené, il a amené qu'aujourd'hui, que les Maliens travaillent à la mairie, que les Maliens ont été acceptés, parce que les Maliens n'osaient pas amener leurs femmes là-bas. Ils ont amené leurs femmes. Et ce n'était qu'un problème de, il ne me dit pas bonjour, de connaissance, de peur. Ils avaient peur, chacun avait peur de l'autre. Parce que c'est très souvent les Africains qui disent, ouais, mais les autres sont comme ça, mais aussi, hein, ils ont peur, parce que les Maliens, quand je leur ai parlé, j'ai dit, mais vous êtes comme les Catalans. Les Maliens en Afrique de l'Ouest, les Maliens, c'est les plus réticents. Si tu n'es pas malien, ils ne te parlent pas. Hein. C'est vrai ou faux? Les Maliens, c'est vrai ou faux? Vous êtes de quel pays? Hein? Regarde ça. C'est magnifique. Ah, bravo. C'est ça. Donc, au fait, c'est magnifique ça, vraiment. Donc vous savez, c'est ça aussi qui fait que moi, par rapport à mes films, je m'engage d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui me fait. C'est ça qui fait que je m'engage, parce que je m'engage à une condition de dire qui je suis, qui est l'autre aussi. Parce que c'est pas que les autres. Hein. Moi, je peux vivre au Sénégal tranquillement. Mais je ne peux pas vivre dans d'autres pays hein, africains tranquillement. Au Congo, j'y étais encore. Le ministre de la Jeunesse, il a menti. J'ai dit, je suis venu à Marrakech, on m'a interviewé. Je dis au Congo, là, le ministre de la Jeunesse a menti. Le gars, il a dit que je l'ai insulté. Donc, je ne vais plus au Congo encore. On n'a même pas le droit de dire à quelqu'un que tu as menti. Au Sénégal, quand même, c'est un pays où on peut se permettre des choses. Mais bon, il y a d'autres pays, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Au Mali, je crois qu'aussi on peut se dire des choses, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est clair qu'il y a beaucoup de pays où on ne dit pas ce qui... Surtout en Afrique. Je ne sais pas ici. Mais au Sénégal, quand même, on peut y aller à fond. Et très souvent, j'ai des difficultés avec des pays où je ne peux pas aller à fond. Mais comme que je suis quand même... Parce que vous savez, quand j'étais petit, on m'appelait Mousse. Mousse, ça veut dire chat. Mais en même temps, c'est ma maman qui me disait, tu sais, les chats, ils sont très fins. Moi, je sais être très fin pour aller vers quelque chose qu'on m'interdit. Je vais faire un film ici au Maroc. Parce que hier, il y a quelque chose qui m'a touché. On m'a dit que l'espace, pour une Marocaine, c'est difficile. Je vais faire un film sur l'espace pour une Marocaine. Parce que je ne comprends pas comment, dans un pays, on ne peut pas se promener calmement. C'est pas possible. Une femme, elle ne peut même pas partir. Parce qu'elle m'a dit qu'on me harcèle. C'est pas possible, ça. Moi, quand on a des filles, je lui dis, moi, mes filles, moi j'ai 2 filles là, je dis, moi, mes filles, je ne pense même pas, je n'ai jamais entendu parler de ça, qu'elles marchent et qu'elles sont harcelées. Et ça, c'est la chose la plus horrible qui puisse exister sur Terre, d'être une personne, une femme, de ne pas pouvoir marcher calmement dans une rue. Il faut faire un film, moi je vais le faire. C'est ça mon engagement. Quand je viens quelque part, comme que je n'ai pas d'arme, mon arme, il est dans mon regard et dans mon écoute. Il est dans mon isolement. Et je vais y aller sur ça. Ça fait partie des engagements que je vais faire par rapport à ici. Alors, donc on finit avec nos altresses et on va, vous savez, au Sénégal, nous sommes des gens
Je vous l'ai dit tout à l'heure que j'étais breton. Breton, ça veut dire les bois, hein, c'est pour que les autres comprennent. Du côté de ma mère. Nous sommes des gens de la mer. Moi, je suis de Dakar, je suis né là-bas. Quand on est né à Dakar, quand on se réveille le matin, vous savez, nous sommes dans une ville où tu es obligé de voir la mer. À une condition que tu fermes les yeux. Mais tu es obligé dans la journée de voir la mer et de l'entendre. Mais même la nuit, tout le monde, tous les Dakarois entendent la mer. Tout le monde, parce que la mer, elle est de deux côtés. Donc, quand on parle de mer, on parle d'horizon. Nous sommes des gens de l'horizon. Alors, vous savez, maintenant, ça a un peu diminué. Mais moi, dans ma famille, c'est toutes les familles dakaroises qui se réveillent le matin et qui allaient vers la mer. C'était pour se purifier les yeux, se tremper. Parce qu'on est animiste, hein, je l'ai dit tout à l'heure, se tremper, regarder la mer. Donc, on est né comme ça. Donc, on connaît l'horizon. Quand on est petit, là, on regarde l'horizon. On se demande qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, nous sommes des gens d'horizon. Alors, il s'est avéré que, politiquement, parce qu'on va revenir sur la politique, politiquement, parfois, ça ne va pas. Hein. Nous, on a eu 12 ans, là, quelque part au Sénégal, un papa, là, qui nous a fait vraiment chier hein, pendant longtemps. Mais même son fils, aujourd'hui, est en prison. Parce que tellement qu'il a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais son fils est quelque part dans la forêt, là-bas, bien coffré, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas aussi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pendant des années, des jeunes, parce que vous savez, l'Afrique est à 75% de jeunes. Ici, là, partout, on est à 75%. Nous, les papas, nous sommes qu'à 25%. Et malheureusement, c'est les papas qui sont toujours là et qui font des discours de papa. Mais on peut être papa et faire des discours quand même qui vont sur les papas et les jeunes. Et donc, on a eu un papa qui a, pendant 12 ans, que les jeunes ont mis en place. Ils l'ont même appelé changement, le SOPI. Je crois que ce vent-là, il a coulé un peu partout. Je crois que le baroque, là, il a sauté. Il n'y a pas une tempête ici. Il a failli y avoir une tempête ou pas tempête, mais il y a eu des tempêtes partout, là. Et ça continue, hein. Au Burkina Faso, la tempête, elle est là-bas. Maintenant, ils cherchent le Gabon, là, et le Cameroun. Je crois qu'ils vont avoir leur tempête aussi, probablement. Donc, il s'est avéré que ces jeunes au Sénégal, ils avaient voté pour le changement. Et ils ont attendu 12 ans. Et pendant 12 ans, là, rien n'a bougé. Et les jeunes ont pris la pirogue. Comme que c'est des gens d'horizon, là, il y a quelques-uns qui sont partis au Maroc, là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en pirogue, il fallait que juste 7 jours pour arriver en Espagne. Donc, ils ont pris la pirogue. Sachant que c'était un suicide, parce qu'ils ont appelé, le terme qu'ils avaient, c'est mbek. Mbek, ça veut dire, dans ma langue, c'est courir à 120 km à l'heure et se taper la tête sur un mur. Donc, ils savaient que c'était un suicide. Et personne n'a rien dit. Et vous savez, quand un bateau chavire quelque part, les gens le savent. On n'entendait que des pleurs. C'était les mamans qui pleuraient. Parfois, la presse qui écrit, et pendant combien de temps? Un jour, je suis allé voir un jeune, et on m'a fait part qu'il a voyagé. Ah bon? Il est parti dans les pirogues. Parfois, je passais, on me disait, tu vois, cette pirogue qu'on est en train de préparer, elle va partir. Je voyais des jeunes avec des Nike, comme ça, au bord de la mer. Ils revenaient, on les appelait les capitaines. Ils revenaient de là parce qu'ils avaient fait un trafic là. Parce qu'ils partaient en bateau et ils revenaient en avion. Et quand le jeune homme là est revenu, j'ai fait une nuit blanche avec lui. J'ai dit, tu peux me raconter ton voyage? Il m'a raconté son voyage. Et c'était un voyage de 7 jours, assis, où on ne devait pas aller aux toilettes. Qu'on prépare en mangeant des biscuits, bloquer le ventre, ne pas beaucoup boire. Et c'est des gens qui ne connaissent pas aussi la mer. Parce qu'ils voient la mer, mais ils ne la connaissent pas de cette manière. Parce que la mer, elle est différente à l'intérieur que juste au bord pour nager. Et donc, j'ai pris des notes. Et quand il est parti, je me suis rendu compte que sur mes notes, il n'y avait presque rien. Hein. C'était juste une page. Parce que quand quelqu'un est assis et qui ne bouge pas pendant 7 jours, qui ne bouge pas, qui ne va pas aller aux toilettes, il te raconte, la mer, elle bouge, des tas de trucs. Bon, il y a quelqu'un qui est allé, il a pissé, quelqu'un est mort. Donc c'est lui qui raconte, donc il ne bouge pas.
J'ai voulu faire un documentaire. Donc j'ai regardé tous les documentaires qui ont été faits sur la mer, avec Melzac. Melzac, il a fait. Hein. J'ai tout vu et puis je me suis dit, je ne crois pas que ce soit un documentaire. Il faut vraiment aller sur une pirogue, sur cette personne, sur le fondement de lui, sur comment, c'est comme ça. Donc la pirogue. Alors, mais il s'est avéré qu'avant la pirogue, j'avais fait 17 documentaires. J'étais documentariste. En étant documentariste, donc mon regard avait plus encore changé que quand j'ai commencé ces documentaires-là. Dans mon écoute, le fait de prendre, d'être dans la vérité, ça avait changé. Et donc, ma référence dans la pirogue, c'était un film documentaire qui s'appelle Un jeu si simple. Du Canada, de Gilles Groux. Et c'est quoi? C'est un jeu de hockey sur glace. Ce n'était pas la glace qui m'intéressait, mais c'était des gens qui regardaient le jeu. Parce que, tu sais, un spectateur, quand il regarde, parce qu'au fait, le gars que j'avais interviewé, c'était vraiment un spectateur. Lui, il était là, il vivait les choses, mais en même temps, c'était un spectateur. Et c'est de cette manière que j'ai mis en place la pirogue. Et je suis revenu à mes bercailles, comment prendre un acteur. La majeure partie de tous ces acteurs-là, ils sont une quinzaine, je ne sais pas, une vingtaine, aucun n'était professionnel. Il y a un film qui s'appelle Master Commander. Master Commander. Ils ont regardé ça pendant 6 mois. J'ai fabriqué une pirogue, une grande pirogue. Un jour, je leur ai dit, répétition. On a fait 2 kilomètres en mer. Je leur ai demandé de sortir. Et je regardais leur visage. Vous savez, quand vous êtes dans une pirogue à 2 kilomètres de la plage, putain, c'est quelque chose. Et on a fait des répétitions à 2 kilomètres en pleine mer. Vous savez, dans une pirogue, il y a des barres. Ils se sont tous tapés la tête sur le bar parce qu'ils ne savaient pas comment marcher dans une pirogue, alors que dans une pirogue, on marche couché. Donc, il fallait apprendre à marcher de cette manière-là. C'est comme ça que j'ai commencé les prémices de la pirogue. Et quand je leur ai montré Master Commander, c'était pour leur dire, vous avez des acteurs dans ce film-là. Regardez, chacun qui se choisisse un personnage. Et la première fois qu'ils ont parlé, c'était la subtilité. Parce que vous savez, en Afrique quand même, les gens ne sont pas subtils quand ils jouent. Hein? Parce que comme que nous sommes des gens chauds, en général, nous avons la chaleur. Quand on parle comme moi, on marque l'espace. Il faut faire attention, hein? Il faut bouger parce qu'on peut se prendre un petit truc. Hein? Et nous sommes comme ça parce que nous nous exprimons. Alors que le cinéma, c'est autre chose. Donc la première des choses qu'ils ont fait, c'est la subtilité. C'est la subtilité. C'est de parler subtilement. C'est de mouvoir subtilement. Et c'est comme ça que la subtilité est arrivée. Donc, j'ai fait la même chose que j'avais fait quand j'ai fait TGV. Ils ont répété tout le film pendant la mer. Tous, sans exception. Mais plusieurs fois. Et le jour du premier tournage, déstabiliser tout le monde. La haine s'est posée, le doute s'est posé sur le regard et le film a démarré. Et au fait, c'est mon fils qui était mon premier assistant et qui m'assiste toujours parce que c'est un petit qui, ça fait longtemps. Et quand on a un fils qui t'assiste, je crois que c'est une des choses les plus magnifiques qu'on peut avoir. Parce que j'étais vraiment malade dans ce film, parce que tourner en mer pendant 8 semaines avec 32 personnes, et nous étions 120, ce n'est pas facile. Il y a eu des... Ça craquait. Et puis comme qu'on avait allégé le bateau,
Parce qu'on avait enlevé, parce qu'une pirogue, c'est les barres qui le retiennent. Nous, on avait allégé beaucoup le bateau, donc ça devenait dangereux. Voilà en gros la manière dont j'ai abordé un peu tous ces films. Maintenant, dans un avenir très proche, je vais faire un film sur l'esclavage qui s'appelle Bois d'ébène, avec France 2. Je crois que ça va être l'événement de France 2 l'année prochaine. Après, je vais faire un film qui s'appelle Le Clocher, sur les Wallons et les Flamands. C'est un Africain qui va venir pour régler leurs problèmes, parce que c'est des ethnies. Et puis après, je vais venir sur Appartenance, qui est un film sur l'esclavage dans le désert. C'est cette marche dans le désert qui durait par exemple 6 mois, parce qu'on faisait marcher les esclaves dans le désert pendant 6 mois. Ils faisaient 1000 km à pied et on les amenait dans des maisons des esclaves et on les castrait le lendemain. Donc c'est ce film qui me tient vraiment à cœur parce que quand je suis rentré en Tunisie, ça m'avait chauffé vraiment mon cœur a chauffé par rapport à ça. Et je me suis dit, je vais soulever ce débat. C'est juste pour des débats. Au fait, ce n'est pas des histoires vraiment, c'est pour soulever des débats. La pirogue a soulevé des débats. Eh bien, je crois que les Français sont maintenant d'accord pour faire un film sur l'esclavage. Je ne sais pas pourquoi. Mais l'esclavage, ce dont il faut comprendre, c'est que nous, les Africains, nous avons fait l'esclavage. C'est quand j'ai voulu aborder ce sujet, ça m'a fait mal, des nuits entières. J'ai dit, mais attends, c'est nous, hein? C'est nous qui vendions. Hein? On vendait aux autres. On prenait, on vendait aux autres. Le film, il va débuter comme ça. Donc quand on est engagé, on est vraiment engagé, avec ses failles, avec ses plaisirs et ses difficultés, on est engagé. Donc ça, c'était en prémisse de tout ce que j'ai fait, que vous avez peut-être dû voir ou pas voir dans mon travail. Mais dans mon travail, dans la généralité, moi, c'est le choix de l'acteur. Le choix de l'acteur, il est partout. Il est dans le regard qui scintille. C'est pour cela, quand on fait des choix, on fait des photos. Parce qu'un individu peut être d'une manière, et quand on le photographie, il devient merveilleux. En général, les acteurs ils sont pas bien dans la vie, hein. Ils sont bien que dans le cinéma. Dans la généralité, hein, quand je dis bien, je dis au niveau du jeu, hein, je ne parle pas de la personnalité de l'individu, mais un acteur, il est magnifique quand il est acteur. C'est pour ça, parfois on les voit, on dit mais c'est pas possible, et que dans un film, qu'il soit magnifique. Donc c'est ce magnifique-là qu'on recherche en général tout le temps. On le cherche tout le temps. Mais le plus important, c'est quand on est en Afrique et qu'on a la parole, il faut s'engager. Moi, je ne suis pas d'accord que les gens fassent des films. On peut faire rire les gens, mais vous savez, les occasions, on n'a pas beaucoup d'occasions. Nos peuples, les gouvernements, nos gouvernements, ne s'intéressent pas trop à la culture. Je ne sais pas, au Maroc, quand même, avec Noureddin Saïd, il y a quand même quelque chose. Je ne sais pas, parce que vous savez, parfois, ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il y a à l'extérieur, diamétralement, mais on avait tendance au Maroc de voir qu'il y avait beaucoup de films qui ont été faits. Ça, c'est mes amis, peut-être cinéastes marocains, qui peuvent me le dire. Mais globalement, en Afrique, les gens ne s'occupent pas de cinéma. Globalement. Donc, quand on a l'occasion de faire un film, il faut s'engager. Voilà. Moi, je voudrais vous remercier. Et juste vous dire une chose.
si Dieu le veut, je ferai ce film sur l'espace avec la femme, ici.